Et on va parler maintenant de plusieurs sujets, le port du masque notamment avec le docteur Christian Fortin, omnipraticien. Docteur Fortin, bonjour. Oui, bon matin à vous. On va parler du masque, mais d'abord, je veux vous entendre sur le bilan d'hier. Bilan qui était encourageant, à tout le moins pour le Québec. On avait 50 décès, moins de 700 cas, mais là, est-ce qu'il serait trop tôt pour commencer à se réjouir dans les circonstances? En fait, c'est une bonne nouvelle. Toute diminution durant une journée, c'est une bonne C'est nouvelle. Par déjà contre, bien. c'est sûr, oui, c'est déjà bien, parce c'était du 100 et plus depuis plusieurs jours. Alors là, 50, mais c'est sûr que c'est trop tôt pour vraiment se réjouir. Il faut attendre pour voir. Et comme vous savez, la situation est tout le temps précaire, particulièrement dans certaines régions, dans certaines parties de Montréal, où là, il y a des régions, des coins très chauds comme Montréal-Nord. Alors, faut pas lâcher. Le message, c'est que c'est très volatile et on a une diminution. On semble essayer de reprendre le contrôle dans les résidences pour personnes âgées, dans les CHSLD où ça a été un échec incroyable au cours des derniers mois, mais on essaye de reprendre le contrôle là-bas et là, on commence à avoir des résultats. Mais par contre, pour la communauté, pour la transmission dans la population, c'est là qu'il faut être prudent, puis c'est là qu'il faut garder nos mesures de distanciation et tout ce qu'on a recommandé à venir jusqu'à maintenant. Et ça m'amène à vous parler justement du port du masque. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'obligation. Québec, quand même, qui a offert, notamment aussi le Grand Montréal, ça commence à être drôlement complexe. 1 million de masques qu'on va donner à la ville comme ça, qu'elle pourra, elle, redistribuer à la population tout à fait gratuitement. Donc, est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce que le port du masque devrait être obligatoire, notamment dans les quartiers chauds? En fait, le port du masque est vraiment une bonne mesure. D'ailleurs, qu'on aurait dû on aurait dû le mettre de l'avant plus tôt. Mieux vaut tard que jamais, vous me direz. Mais avant de le rendre obligatoire, en fait, ce que le gouvernement souhaite, d'ailleurs, le premier ministre l'a mentionné, si tout le monde le fait, ou 95% de la population le porte, ça va éviter de le rendre obligatoire, parce qu'en le rendant obligatoire, ça va impliquer à ce moment-là des mesures de contrôle, des contraventions. Alors, ce qu'on souhaite vraiment, c'est que la population adopte le port du masque, parce que c'est une mesure barrière supplémentaire, compte tenu qu'une personne sur 5 qui se promène dans la population peut être porteur du virus asymptomatique. Donc, si tout le monde porte le masque, c'est une mesure supplémentaire. Et surtout, dans des endroits où c'est impossible de garder une distance de moins de 2 mètres, comme dans le métro, par exemple. Le métro de Montréal, c'est difficile de garder une distance de 2 mètres tout le temps. Alors, on peut l'avoir peut-être en général, mais pas tout le temps. Alors oui, il faudrait porter le masque. C'est une des premières mesures. L'Asie, d'ailleurs, tous les pays d'Asie le font depuis longtemps. C'est dans leur culture. Ici, nous, ce n'était pas dans nos habitudes, mais je pense que ça va le devenir. Puis on l'a vu, on l'a entendu aussi dans le discours des dirigeants du directeur de la santé publique, où on a mis du temps quand même à encourager les Québécois à porter ce fameux masque. Quoique vous l'aviez bien expliqué là, dans les réseaux sociaux, pas dans les réseaux sociaux, mais dans les réseaux de transport, métro, autobus, ça peut devenir compliqué à un moment donné quand il y a trop de monde en présence dans un endroit plutôt restreint. Donc, on verra si un jour on décidera d'aller vers l'obligation. Je veux vous entendre, docteur Fortin, sur un vaccin. Parce que, évidemment, c'est le nerf de la guerre. On y travaille un peu partout sur la planète. Et là, on entendait le président américain dire, bien, c'est possible d'ici à la fin de l'année d'arriver avec un vaccin, peut-être même avant. La France, on parle plutôt de 18 mois. Ça, c'est un scénario optimiste. Donc là, on voudrait évidemment croire le président américain, mais est-ce que c'est possible d'envisager le déploiement là, comme ça d'un vaccin avant la fin de 2020? Tout d'abord, vous savez, tout ce qui sort de la bouche de Donald Trump est la plupart du temps un mensonge. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a quelques jours, il encourageait les Américains à boire du désinfectant pour tuer le virus à l'intérieur du corps. Alors, il n'est pas crédible et aussi son entourage est fortement influencé par lui. Donc, on peut mettre aussi un bémol sur ce que son entourage peut dire et même le grand responsable américain, le docteur Fauci, parce qu'il est fortement influencé par justement ce président-là qui n'a pas les compétences pour être ce qu'il est. Mais par contre, d'un autre côté, c'est vrai que ça avance pour les vaccins. On a 8 études présentement qui ont été commencées chez les humains. On a aussi plus d'une centaine de candidats potentiels pour les vaccins. Alors, ça avance très vite. Il ne faut pas oublier qu'on est en 2020
il y a une avancée au niveau des technologies médicales, au niveau de l'informatique, ce qui va nous vous permettre de faire des vaccins plus rapidement qu'avant. Par contre, d'un autre côté, il ne faut pas oublier, je ne veux pas être pessimiste, mais vous savez, lorsqu'on fabrique des vaccins, ça peut arriver que le vaccin puisse fonctionner, mais à 30 à 20 On a eu des années pour l'influenza où les vaccins ont été très peu efficaces. Donc, on pourrait fabriquer un vaccin, le mettre en marché et avoir des grandes déceptions par rapport à ce vaccin-là parce qu'il est inefficace. Alors, il ne faut pas oublier que ça aussi, c'est une possibilité. C'est pour ça qu'il faut avoir plusieurs vaccins. D'ailleurs, tous les chercheurs qui peuvent travailler sur cette technologie-là le font à la grandeur de la planète. Et il y a plusieurs espoirs, non seulement du côté américain, mais aussi beaucoup du côté de la France. Et en termes de déploiement, peut-être rapidement en terminant, quand on trouve un vaccin, là, c'est vraiment un vaccin dont on va avoir besoin sur l'ensemble de la planète. Donc, est-ce qu'il y a un terme à l'échelle de temps, là, le temps que ça peut prendre pour déployer partout ce vaccin-là? Ah oui, alors le déploiement peut être très long et c'est là aussi que les études sérologiques vont pouvoir nous aider parce que à partir du moment où on va connaître qu'il y a une certaine partie de la population, par exemple, qui va avoir développé des anticorps, on ne sait pas encore combien de personnes vont avoir été exposées, particulièrement chez nous, mais on sait que c'est pas très élevé, c'est moins que 5 probablement, ou entre 5 et 10 dans 10 pourrait être possible aussi. Alors, c'est sûr qu'on va vacciner en priorité les gens qui n'auraient pas été exposés au virus, parce que ceux-là qui ont été déjà exposés ont déjà des anticorps. Alors, ça va nous permettre d'accélérer un peu le déploiement du vaccin, mais vous avez parfaitement raison, le vaccin prend plusieurs mois avant d'être administré. On y va par des groupes prioritaires, comme je viens de mentionner, une piste là, pour trouver ces groupes-là, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Des gens qui sont plus à risque, là, qui auraient évidemment accès en priorité au vaccin, si on le comprend. Docteur Fortin, merci encore une fois d'avoir été avec nous ce matin. Merci, au revoir. Au revoir.